La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Voici les principales articulations. C'est officiel depuis hier. Le Togo dispose d'un nouveau code foncier, un test cohérent et pertinent qui résoudra tous les dysfonctionnements et permettra à chaque citoyen d'avoir un permis de construire. Un précieux sésame dont vous découvrirez l'importance dans cette édition. Et puis, le personnel des médias publics togolais est appelé à plus de rigueur, de responsabilité et de professionnalisme dans leurs fonctions. Un message que leur ont adressé les membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication en visite dans ces différents médias ce matin. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver. D'abord, à la primature, le chef du gouvernement, Comissé Lom Klassou, a reçu ce matin une délégation de l'African Guarantee Fund, conduite par son président de conseil d'administration, Félix Biko. Le chef de la délégation est allé présenter au Premier ministre la nouvelle directrice de l'institution, une institution dont le siège est à Lomé. La délégation a également fait part au chef du gouvernement de la volonté du fonds d'accompagner un peu plus les PME-PMI. Nous l'écoutons au micro de Carmen Madji Akatbo. Nous sommes au Togo pour les assemblées annuelles de African Guarantee Fund West Africa, qui est EDF West Africa. Nous sommes venus rendre une visite de courtoisie au Premier ministre pour l'informer de ce que nous faisons au Togo, dans la sous-région, nous faisons au Togo et à partir du Togo dans la sous-région pour le développement des petites et moyennes entreprises. Nous sommes également venus lui présenter notre nouveau directeur général en Afrique de l'Ouest, l'EDF West Africa, Mme Zanovi, et lui expliquer les raisons pour lesquelles l'ancien directeur général, M. Asgaba, rejoint le siège pour d'autres fonctions. Nous sommes également venus au Togo pour voir comment nous pouvions accélérer la collaboration entre notre institution et le gouvernement togolais pour le bien-être de l'économie togolaise et pour réduire la pauvreté aussi bien au Togo que dans la sous-région. Le fonds Gari que nous avons racheté en 2015 avait pour mission d'aider à la promotion du secteur privé. L'African Guarantee Fund West Africa a pour mission non seulement de le faire pour le secteur privé, mais en particulier pour les PME qui sont le maillon manquant, le maillon faible de notre économie de façon générale. Nous sommes venus lui expliquer que désormais, nous allons nous focaliser beaucoup plus sur le financement des petites et moyennes entreprises que sur l'entreprise de façon générale, qui est, je pense, aussi l'un des objectifs du gouvernement togolais. Je vous l'annonçais en titre, les responsables de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC qui étaient ce matin en tournée dans les médias publics togolais. À la top, Edith Togo, Radio Lomé et à la télévision togolaise, le message était le même pour le personnel. Plus de responsabilité et de professionnalisme dans le traitement de l'information. Les précisions avec Kezia Nousouglo et Ekwi Salah. Que ce soit à l'agence togolaise de presse, à Top, à Radio Lomé, à Edith Togo ou encore à la télévision togolaise, la mobilisation ce jour des membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC a été remarquée. À la télévision togolaise, comme dans les 3 autres médias officiels, les motivations ont été les mêmes. Ils ont partagé avec l'ensemble du personnel les dispositions prises au niveau de l'autorité de régulation pour renforcer l'éthique et la déontologie du métier. Ce sont surtout le professionnalisme et les obligations des médias publics qui ont été au cœur des échanges. Tout ce qui est le travail des médias d'État a été rappelé ici, notamment ne pas reculer devant la couverture médiatique de certains événements sous prétexte que l'événement est organisé par X ou par Y. Il est du devoir du journaliste de couvrir l'événement et de le passer comme cela se doit. Et puis aussi, en tant que médias, nous devons
être accessible à tous les citoyens de la nation parce que nos médias sont des médias d'État et les médias d'État appartiennent à tout le monde. Alors, c'est un certain nombre d'éléments qui sont venus nous rappeler. On a parlé aussi de la carte de presse qui est importante et qui nous couvre durant les manifestations. Et je pense que l'obtention de cette carte-là est une bonne chose. Cette visite des membres de la HAC fait suite à la rencontre avec les directeurs des organes d'État en avril dernier. Ici, il est rappelé aux professionnels des médias le respect des principes clés et les valeurs cardinales de leur métier. Nous avons aussi voulu éveiller un peu l'attention des professionnels des médias sur une forme de désordre qui s'est un peu installée au sein de notre société. Il s'agit justement de la publicité de la médecine traditionnelle. Nous avons l'obligation en tant qu'acteurs de médias, donc leaders d'opinion publique, de protéger ces populations. Et donc nous avons éveillé l'attention des uns et des autres sur cette pratique qui est néfaste pour notre population. Des dispositifs existent à la HAC pour interdire ce genre de publicité. Nous voulons que les journalistes soient le relais de cette information que nous avons rendue de nouveau public. Dorénavant, en respect aux tests réglementaires, toute agence de publicité, toute maison de production de publicité, avant diffusion sur les médias, doit avoir recours à la HAC pour chercher le visa, le sceau de la HAC. C'est une façon pour nous de réglementer également ce secteur où on voit aussi un peu de désordre qui s'est installé. Notre pays est en train de vivre une situation que nous tous nous connaissons et donc les médias publics aussi vivent au sein de cette société. Ils doivent aussi relayer ces informations pour que la population ait une vue juste de ce qui se passe. Parce que lorsque seuls les médias privés diffusent des informations qui ont rapport à ce que nous sommes en train de vivre, si les médias publics ne donnent pas eux aussi leur appréciation, leur vision, leur vue, ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu, il y a une forme de déséquilibre qui s'installe à ce niveau. À Edi Togo, les membres de la HAC ont aussi visité la rédaction et les services techniques de l'institution. À ce niveau, ils ont pris connaissance des réalités liées à la production et à l'impression du quotidien Togo Presse. La suite de cette édition avec l'ouverture officielle hier à Lomé de la 6e rencontre du groupe de travail du comité des pêches pour le centre-ouest du golfe de Guinée sur la pêche illicite. Durant 3 jours, experts, partenaires techniques et financiers vont rechercher la stratégie la meilleure pour venir à bout du phénomène de pêche illicite en Afrique de l'Ouest. Le reportage est signé Patrice Bocan. Estimé à plus de 4,7 millions de tonnes de poissons illicitement pêchés en Afrique, et ceci à l'échelle mondiale, les ressources halieutiques sont aujourd'hui menacées pour diverses raisons. La faiblesse des systèmes de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches non déclarées et non réglementées en Afrique. Un fléau contre lequel il faut mener une lutte afin de garantir une gestion durable pour accroître les productions nationales. Au niveau du Togo, beaucoup d'actions ont été menées. Dans le cadre de cette lutte, on a encore pour mémoire la création de l'ONAM, et la création de la préfecture maritime, la création du Haut Conseil pour la mer. Aussi, on a aussi en mémoire l'acquisition de nouveaux patrouilleurs pour la marine nationale. Le comité des pêches pour le centre-ouest du golfe de Guinée, CPCO, est à Lomé avec son groupe de travail et ses partenaires financiers et techniques pour la 6e réunion du genre. Une rencontre pour échanger et examiner les stratégies à adopter. Durant ces 3 années de mise en œuvre de ce projet, nous avons pu renforcer la coopération entre les agences nationales dédiées à la pêche, mais aussi les agences régionales impliquées dans la lutte contre la pêche illicite. Nous avons pu réaliser des sessions de renforcement des capacités pour permettre la mise à niveau des administrations, aussi bien des pêches, mais toutes les administrations satellites, j'allais dire, du secteur des pêches, notamment le port autonome, notamment l'armée, la base navale et tous les acteurs intervenant sur la plateforme maritime pour leur mise à niveau en matière de lutte contre la pêche illicite. Le groupe de travail de l'Afrique de l'Ouest regroupe 6 pays, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria, le Nigeria et le Togo.
L'autre fléau que veulent éradiquer plusieurs pays dans le monde, dont le Togo, est la faim. Et notre pays veut justement atteindre l'objectif faim zéro d'ici à 2030. Pour y parvenir, une revue stratégique comprenant les besoins et propositions pour une réelle sécurité alimentaire et nutritionnelle est en cours d'élaboration. Fafa Dalmeda et Dodo Haré pour des précisions. Le Togo s'investit davantage pour atteindre l'ODD 2 relatif à l'élimination de la faim à l'horizon 2030. En témoignent plusieurs projets et programmes élaborés pour éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable. Cependant, des défis restent à relever malgré les excédents alimentaires enregistrés à travers la mise en œuvre de tous ces projets, surtout en milieu rural. Pour les relever, les acteurs concernés identifient les besoins dans les régions afin de proposer des stratégies concrètes pouvant aboutir à une faim zéro au Togo. Aujourd'hui, il est question de pouvoir regrouper les autres acteurs qui sont concentrés à Lomé, y compris nos partenaires techniques et financiers, et faire en sorte que nous puissions collecter leur point de vue également pour pouvoir permettre au cabinet d'études de pouvoir tenir compte de cette dernière retouche et faire une proposition assez concrète pour pouvoir permettre de faire en sorte que nous puissions pouvoir toucher du doigt aux réalités de notre pays et donc les actions les plus idoines à réaliser. Le secteur agricole est prépondérant dans l'éradication de la faim au Togo. L'accent est donc mis sur chacune des dimensions de la sécurité alimentaire, notamment la disponibilité et la stabilité des approvisionnements. Le gouvernement s'est maintenant engagé dans cette ambition de faire en sorte que, au-delà de ces excédents, nous puissions donc donner plus de valeur ajoutée à la production, à travers le PNIASAN et sa stratégie de mise en œuvre qu'est les agropoles. Donc si nous voulons d'abord y parvenir à développer les agropoles, il va falloir que nous pensions à faire en sorte que tous les Togolais mangent suffisamment et à leur faim. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le développement des agropoles, il a été retenu comme priorité de ne pas oublier les filières qui font partie de nos habitudes alimentaires. Et donc tout cela, c'est pour un peu être en arrimage parfait avec l'ambition du gouvernement que donc la réduction de la pauvreté. L'étape de Lomé vient donc clôturer cette revue stratégique à l'issue de laquelle un rapport provisoire sera validé et soumis aux décideurs pour combattre de façon rationnelle et durable la faim au Togo. Et pour une réelle sécurité alimentaire, il faudra compter sur l'agriculture. Et d'ailleurs, plusieurs initiatives sont mises en place pour la booster. Dans la savane, il est question d'étendre le projet de l'agroécologie qui fait déjà ses preuves. Sergine Raimondo, Honoré Mondro. L'utilisation abusive des intrants chimiques dans la production agricole et les aléas climatiques augmentent la dégradation des terres et entraînent un mauvais rendement agricole. Pour aider à corriger cette situation, l'ONG RAFIA et l'Association des agronomes et vétérinaires sans frontières, AVS, ont initié et exécuté à 4 ans un projet agroécologique destiné à redonner au sol leur fertilité par une agriculture biologique. Le projet a été exécuté dans la région des Savanes. La région des Savanes, c'est une des régions qui a les sols les plus dégradés au Togo. Et c'est une zone aussi, en particulier la partie nord-ouest, où il y a une très forte concentration de population, une forte croissance démographique, et donc les exploitations agricoles diminuent et les sols se dégradent. Donc il y a une urgence à agir pour que les sols arrêtent de perdre leur fertilité, gagnent en fertilité, pour que, in fine, l'objectif, c'est que les producteurs puissent avoir des meilleurs revenus. Au cours du projet, il y a eu 2000 producteurs et productrices qui ont pu donc améliorer leur rendement tout en diminuant la quantité d'engrais minéraux qu'ils utilisaient et en augmentant le volume de fumure organique. À cette session de partage des expériences acquises durant la mise en œuvre de ce projet, les bénéficiaires de la région des Savanes se félicitent des résultats obtenus. Les rendements ont beaucoup amélioré. Nous avons dépassé de 15 tonnes à l'hectare à 20 tonnes à travers l'utilisation du compost. Nous avons réduit maintenant le produit chimique de 6 sacs à 2 sacs à l'hectare. Au regard de ces résultats, les acteurs du projet plaident pour son extension à d'autres zones du territoire national. Pour porter vraiment nos actions que nous avons testées sur le terrain, pour les porter à l'échelle, on a besoin de l'appui du pouvoir public. C'est eux qui définissent les politiques et nous avons besoin fortement de leur appui. Le Burkina Faso
Le Mali et le Bénin prennent part à cette rencontre de partage d'expériences sur l'agroécologie. L'exécution de ce projet a été possible grâce à l'appui financier du Fonds français pour l'environnement mondial et à l'appui technique de l'ICAT et de l'ITRA. L'agriculture écologique, une nécessité à l'heure où l'environnement est plus que menacé par les changements climatiques. Et hier, 5 juin, a été célébrée la Journée internationale de l'environnement avec un accent particulier mis sur l'eau, cette denrée vitale qui se fait de plus en plus rare. Comment y remédier? Les réponses dans ce dossier signé Delphine Pignandi et Albertine Yaké. Défini comme l'ensemble des éléments naturels et culturels dans lesquels se trouvent les êtres vivants, l'environnement comporte d'énormes potentialités parmi lesquelles jaillit l'eau. L'eau, une ressource naturelle, communément appelée source de vie, provient du sous-sol, des roches et par des précipitations, elle alimente la nature. Sans l'eau, pas de vie. Pourtant, des voix s'élèvent pour alerter l'opinion publique sur l'épuisement de l'eau dans les temps à venir. À cet effet, qu'en pense la population? Si nous voulons parler de l'eau que nous utilisons généralement, c'est la forme liquide. C'est la vie, comme on le dit souvent, on l'utilise partout. On boit, on prépare les êtres humains, les animaux, les arbres, tous. Nous avons besoin de l'eau, de ce liquide-là. Pour le commun des naturels que nous sommes, c'est le liquide que nous utilisons pour nos besoins biologiques, c'est-à-dire comme boisson, et on le retrouve dans le puits, c'est dans les rivières, et maintenant dans nos robinets, grâce à la TDE. Du point de vue scientifique, l'eau est un corps chimique dont la formule est H2O, que tous ceux qui ont fait le collège connaissent bien. C'est-à-dire la molécule d'eau est formée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Quelles sont les actions négatives de l'homme sur cette denrée si précieuse? Est-ce que l'on se rend compte de cette défaillance? Nous constatons que l'homme est en train de détruire ces forêts qui attirent de l'eau. Ce qui fait donc que les précipitations, la quantité de précipitations va diminuer et la quantité d'eau que nous aurons sur la terre ne sera pas suffisante pour notre propre alimentation et on n'aura pas de l'eau pour les nappes phréatiques. Donc je crois que l'eau, à un moment donné, finalement, elle va s'épuiser. On parlera de pollution de l'eau à partir du moment où l'environnement dans lequel se trouve l'eau est pollué. Si cet environnement est malsain, l'eau que l'on va boire sera également malpropre. Le paysan finit par utiliser l'engrais dans son champ, va faire que les produits chimiques finiront par se retrouver dans les nappes phréatiques. Et donc, l'eau est déjà contaminée. Mais également dans un environnement où on défèque, un environnement malsain, un point d'eau, un puits à côté d'un dépotoir, d'un WC, ou dans un endroit où il y a beaucoup de déchets, l'eau, en conséquence, ne peut qu'être polluée. Pour évoquer l'eau dont nous avons besoin, nous les hommes, pour satisfaire nos besoins, eh bien, il faut qu'elle soit en quantité et en qualité. Et justement, c'est ces 2 notions maintenant, ces 2 paramètres qui font rare. L'eau de qualité utile à l'homme devient rare. Notre utilisation fait que les quantités, les réserves que nous avons naturellement vont commencer par tarir, surtout qu'au même moment, on parle des phénomènes de changement climatique avec des variabilités pluviométriques qui sont de plus en plus faibles. Le 22 mars de chaque année est célébrée la Journée internationale de l'eau. C'est une journée instaurée selon les experts pour mener des campagnes de sensibilisation à travers le monde entier, pour dire halte au gaspillage, non à la pollution de l'environnement et enfin inviter les consommateurs à entretenir l'eau dans la durabilité.
Attendu depuis longtemps, le nouveau code foncier togolais est désormais acté. Hier, les députés à l'Assemblée nationale ont adopté ce texte qui va permettre de lutter contre la spéculation foncière et corriger les incohérences héritées d'un système obsolète avec les cas de double ou triple vente. Et le code permettra également à chaque citoyen désireux d'être propriétaire de découvrir ou d'avoir le permis de construire. Qu'est-ce que c'est et comment et pourquoi l'obtenir? Suivez ce dossier de Rafietou Mberikou et Adolphe Paca pour plus de précisions. De jour en jour, des immeubles poussent comme des champignons. Des constructions de toutes catégories selon les moyens et le goût du propriétaire. Mais un aspect important échappe, c'est l'autorisation de construction. Ce précieux sésame nécessaire avant toute construction au Togo, selon l'arrêté ministériel ayant pris effet depuis le 6 octobre 2017. Le processus connaît l'implication de la mairie et de l'Ordre national des architectes. La demande de permis de construire permet à l'autorité locale de s'assurer que le projet que vous voulez réaliser répond aux normes techniques d'abord, aux normes sociales aussi, et qu'il n'est pas susceptible de créer des nuisances au prochain. On n'a pas le droit de construire une maison, aussi petite soit-elle, sans permis de construire. Vous me direz que, mais dans la pratique, beaucoup de gens construisent sans permis. Ils violent la loi tout simplement. Et un jour viendra où l'autorité municipale, l'autorité locale ou préfectorale va sévir, et donc les gens auront des amendes. On peut même ordonner de démolir ce que vous avez entrepris de construire sans autorisation préalable. Voilà donc autant de raisons qui font que tout citoyen et toute société et qui veut entreprendre de construire doit passer par cette étape obligatoire et en confiant d'abord l'étude de son projet par un architecte agréé, assermenté et reconnu donc par l'autorité locale. Et ce dossier doit être complété par les pièces administratives demandées, qui sont le titre de propriété et l'attestation d'identité du demandeur qui est donc le propriétaire de l'immeuble à construire. Après 15 jours en moyenne, le permis de construire peut être délivré à celui qui a rempli toutes les conditions requises. On peut toutefois perdre également le bénéfice de l'autorisation dans certains cas. Et quand le permis vous est délivré, l'autorisation de construire dont vous êtes délivré, vous avez 6 mois à compter de la date de sa délivrance pour commencer les travaux d'exécution du projet pour lequel vous avez demandé le permis. À partir de 1 jour, au-delà des 6 mois, vous êtes obligé de retourner vers l'autorité locale pour lui demander de vous proroger la durée de validité de votre permis de construire. Quand vous commencez les travaux, l'équipe municipale ou préfectorale vient périodiquement participer à l'inspection de ce que vous êtes en train de faire. Mais ce n'est pas tout. À la fin, vous devez donc solliciter ensuite la venue de l'équipe municipale qui va vérifier que ce que vous avez construit est parfaitement conforme à ce qui a été autorisé. C'est donc une obligation légale et les travaux de construction de tout édifice doivent se faire en conformité avec les déclarations faites au préalable. Le permis de construire est aussi une disposition pour s'assurer que l'immeuble ne crée aucun dommage au voisinage. Pour permettre aux producteurs togolais d'avoir plus facilement accès aux intrants agricoles, le gouvernement togolais a mis en place une opération de vente d'engrais via le mobile. Et depuis à Tchangwadé, cette opération a débuté. La correspondance de Nestor. Bonjour. La CAGIA s'active pour mettre les meilleures conditions de production en ce qui la concerne à la disposition des agriculteurs. À cet effet, la centrale d'approvisionnement et de gestion des intrants agricoles a multiplié des points de vente des engrais pour les rapprocher davantage des producteurs. De plus, les responsables de la CAGIA font le suivi des réformes entreprises par le gouvernement au profit des paysans vulnérables. L'une de ces réformes consiste à la subvention de l'engrais. Dans leur tournée, les responsables de la CAGIA expliquent aux populations
la voie à suivre pour pouvoir bénéficier de cette subvention dénommée Agri-PME ou porte-monnaie électronique de l'agriculteur. Les chefs, les CVD et les organisations de producteurs identifient les producteurs à même d'être sélectionnés et les envoient pour l'enregistrement. Après l'enregistrement, la base de données est consolidée au niveau central, au niveau du ministère, à partir de laquelle nous faisons l'extraction des producteurs vulnérables. On vérifie la fiabilité des données saisies et qu'on transfère maintenant aux opérateurs de téléphonie. Ces opérateurs de téléphonie, sur la base de ces données, envoient directement les subventions. Chaque bénéficiaire identifié dans sa localité bénéficie de 12 000 francs sur son porte-monnaie électronique qui lui permet de venir compléter et acheter l'engrais. Avec Agri-PME, le gouvernement apporte une subvention de 4 000 francs par sac d'engrais aux paysans identifiés comme vulnérables. Par rapport au fait aussi de la politique de rapprochement des points de vente, les producteurs d'Achangbadet témoignent leur reconnaissance au gouvernement. Nous sommes très fiers avec Kazia. Bientôt 3 ans, tout le monde est satisfait, sauf les aléas climatiques. Actuellement même, tout le monde a l'argent sur eux. On attend seulement le message, que ça soit continuel. Nous voyons que le gouvernement a aidé la population par la subvention de 4 000 par sac. Donc la population vulnérable a la chance aujourd'hui de pouvoir payer au moins un sac d'engrais pour pouvoir labourer le maïs. Donc nous remercions vivement le gouvernement. Les producteurs bénéficiaires de la subvention ont droit à 3 sacs d'engrais, dont 2 de NPK et 1 d'urée. Au-delà de ce quota, le paysan supporte la totalité du prix du sac qui est fixé à 13 000 francs CFA. Et une fois les intrants agricoles utilisés et une bonne production, l'ONSAT se charge de racheter les productions auprès des agriculteurs. Et justement, l'Union des organisations de producteurs de céréales de Kamboli les unions viennent donc de vendre près de 50 tonnes de maïs à l'Agence nationale de sécurité alimentaire ONSAT. La correspondance depuis Kamboli de Lamarck Boudjona. La direction régionale de l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ONSAT centrale, poursuit ses opérations d'achat de maïs aux producteurs des céréales. Elle était, il y a quelques jours, dans le canton de Kamboli, où elle a acheté 50 tonnes de maïs à l'Union des organisations de producteurs de céréales UOPC de la localité dans la préfecture de Tchamba. Ces achats visent plusieurs objectifs, dont les principaux sont: d'abord, c'est pour la constitution du stock de sécurité et même, en même temps pour que les paysans puissent rentrer dans leurs fonds pour aborder les charges de la campagne à venir. Sensibiliser les producteurs à la vente groupée autour des magasins que l'État leur a mis à leur disposition. On a profité pour sensibiliser les paysans sur le problème d'exportation des produits, surtout des produits céréaliers. Actuellement, l'ONSAT a un partenariat avec le TG, une usine de la place, qui transforme le maïs local en farine. Donc on a demandé aux paysans et à toute la population togolaise de consommer cette farine. Et surtout les paysans, parce que c'est en consommant cette farine qu'on pouvait rentrer dans les fonds et venir acheter leur maïs. Cette opération qui vise à renforcer le stock de sécurité a permis aux producteurs de Kamboli de vendre 50 tonnes pour 8 millions de francs CFA. La venue de l'ONSAT aujourd'hui, je dis bien, c'est un ouf. Au niveau des 8 coopératives que compose notre union, nous avons essayé, au moins avec les 50 tonnes qui sont prises aujourd'hui, à ce que chaque coopérative puisse quand même bénéficier de cette quantité au prorata de ce que les gens ont exprimé. Donc comme c'est fait aujourd'hui, ça permet à certains producteurs d'aller sortir leur compte au niveau des microfinances pour pouvoir relancer la campagne. Le directeur régional de l'ONSAT centrale a saisi cette occasion pour sensibiliser les producteurs sur la vente de la farine de maïs qui va générer des emplois et demander à ces derniers qui veulent commercialiser leurs produits à l'étranger à s'adresser à son institution pour les formalités. Dans le reste de l'actualité au Mali, 3,9 millions de cartes d'électeurs neuves attendent d'être envoyées dans les régions de Gao, Tombouctou, Kidal au nord, Kayes à l'ouest, Mopti et une partie de la région de Ségou
au centre. L'autre moitié des cartes pour les régions proches de Bamako devront être arrivées à la semaine prochaine, dans une semaine. Donc, des documents infalsifiables qui succèdent ainsi à la carte NINA, la carte d'identification nationale qui avait servi pour le vote de 2013 lors de la dernière présidentielle. Et selon la nouvelle loi électorale adoptée au Mali en avril dernier, l'ancienne carte NINA pourra encore servir pour voter en cas de force majeure. La distribution des cartes d'électeurs est prévue pour le 20 juin prochain. Le Togo rêve d'un port autonome de référence et plus compétitif. Et les différents acteurs portuaires du pays sont justement en concertation depuis hier pour trouver des stratégies en vue de l'atteinte de cet objectif. Et des décisions idoines seront prises à l'issue des travaux pour plus de performance du port autonome de Lomé. Clémence Magnang et Ekwesala pour les précisions. Le Togo est hissé au deuxième rang des pays les plus intégrés du commerce maritime international en Afrique subsaharienne, selon le récent rapport de la CNUSED, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Depuis 2015, les activités de manutention au port autonome de Lomé sont en hausse de 66%. Un résultat que le gouvernement entend accroître à travers diverses actions pour rendre plus compétitive cette plateforme d'intégration sous-régionale. La problématique interpelle à cette rencontre les différents acteurs portuaires. Depuis un certain temps, nous avons constaté une multitude d'acteurs sur la plateforme portuaire. Ceci pose le problème de savoir qui fait quoi, où commence la responsabilité des acteurs et surtout, qu'est-ce qui justifie tous ces coûts que nous voyons aujourd'hui sur la plateforme portuaire. Cet atelier va nous permettre ici de savoir déjà ce que chaque acteur fait concrètement, quel service il rend à la marchandise, parce que ce serait injuste de percevoir certaines redevances lorsque vous ne jouez pas un rôle ou bien vous ne rendez pas un service à la marchandise qui passe par le port autonome de Lomé. À ces assises, le rôle et les responsabilités de chaque acteur dans la gouvernance portuaire seront clairement définis. Les réflexions vont également porter sur les coûts directs et indirects des marchandises et la fluidité des différentes opérations au port autonome de Lomé. L'ouverture d'un chantier organisationnel que j'appelle de tous mes voeux trouve son sens plénier dans les diverses difficultés de gestion nées de la faible lisibilité des missions de certains acteurs portuaires dont les coûts des prestations agissent sur le coût global de passage portuaire des marchandises. La multitude des acteurs sur un seul trafic, notamment celui des véhicules d'occasion. La non-intégration de tous les acteurs dans le document de frais unique, DFU, du guichet unique. La hausse des tarifs au niveau de certains acteurs sans avoir l'approbation d'une autorité établie. C'est pourquoi je me réjouis de l'engagement du gouvernement à accompagner l'organisation d'un tel atelier, une première du genre qui va se renouveler sur des thématiques particulières de la vie de nos structures communes, le port autonome de Lomé. Le port autonome de Lomé dessert plusieurs pays du Sahel représentés à cette rencontre. Les travaux vont durer 2 jours, assortis des recommandations à mettre en œuvre à travers un plan d'action conséquent. Et retour une fois encore sur l'actualité malienne et sachez que donc un lot de cartes neuves d'électeurs est attendu dans la région de Gao, Tombouctou, Kidal au nord, de Kai à l'ouest, Mopti et une partie de la région de Ségou au centre. Un retour en page nationale où une délégation d'élèves officiers américains est en séjour dans notre pays aux côtés de leurs camarades togolais de l'école de formation des officiers et FOFAT. Un séjour qui s'inscrit dans le cadre du programme d'instruction complémentaire du cursus académique militaire. Occasion également pour ces Américains de découvrir le Togo touristique. Ferdinand Diassoa.
11 élèves officiers de l'armée américaine, aux côtés de leurs homologues togolais de l'école de formation des officiers des forces armées togolaises et FOFAT, pour partager des expériences. Cette excursion, qui s'inscrit dans le cadre du programme américain Cultural Language Proficiency Programme, est un passage obligé qui permet à ces jeunes officiers de toucher du doigt la réalité du terrain afin de compléter leur cursus académique militaire et intégrer ainsi les rangs des officiers de l'armée américaine. Au-delà du partage d'expériences entre les deux armées, c'est le Togo qui est découvert dans sa diversité culturelle et touristique. Les hôtes de l'armée togolaise ont visité plusieurs sites touristiques de la région septentrionale du pays. Expression de la fraternité et de la cohésion au sein du métier d'armes, mais également de la coopération entre les États-Unis d'Amérique et le Togo. Voilà, donc ainsi se referme cette édition. Notez qu'après l'adoption du nouveau code foncier hier par les députés à l'Assemblée nationale, ce soir, votre magazine Le Contribuable table sur l'immatriculation foncière au Togo. Prudence Zinsou reçoit pour vous les responsables du service de cadastre et de la conservation foncière pour vous permettre de découvrir les différentes étapes à suivre pour obtenir un titre foncier. Le Contribuable, c'est à suivre à partir de 21 h en direct sur la télévision togolaise. Merci de votre fidélité à la chaîne mère. Au revoir.